Cours sur les critiques contre les révolutionnaires au cours de l'histoire. Bon alors, cette histoire, elle est, oh là là, énorme, titanesque, bon, avec rempli d'anecdotes, c'est terrible. Donc je vais essayer de vous faire un petit aperçu, résumé synthétique. Bon, historiquement, un des plus célèbres révolutionnaires philosophiques, c'est Socrate. Bon, c'est comme ça. Sa meilleure maxime, bien sûr, c'est le fameux « connais-toi toi-même ». Bon, et puis il a enseigné à plein de disciples, dont Platon, qui a su profiter de son enseignement et faire un bond philosophique pour l'humanité. Bon. Et puis forcément, dans sa ville grecque, Socrate est devenu un indésirable parce que, soi-disant, il corrompait la jeunesse. Bon, il lui enseignait la philosophie à la jeunesse, l'esprit critique, remettre en cause toutes choses, dont, entre autres, l'autorité de l'État cité, de Athènes ou de n'importe quelle ville grecque. Bon, donc, la philosophie à la base, c'est le sens critique, Socrate le savait bien. Donc il apprend à ses élèves à tout critiquer, quelque part, à ne rien croire sur parole. Et donc forcément, ça nourrit la contestation face à une autorité tyrannique. Surprise, la philosophie est contre la tyrannie. Donc Socrate enseignait la philosophie, et donc ça ne plaisait pas aux tyrans de l'époque. Et comme par hasard, ils l'ont tué d'une certaine façon, en lui proposant soit le suicide, bon, soit l'exil. Et puis Socrate, bon, comme il était vieux, tout ça, et on ne sait pas trop pourquoi, mais il n'a pas choisi l'exil, il a choisi de mourir avec la ciguë, si mes souvenirs sont bons. Il a bu une coupe de ciguë, bon, terminé. Donc Socrate a dû se suicider à cause des tyrans bornés, anti-révolutionnaires, tout ça. Bon, première anecdote célèbre. Le nombre de livres qui ont été écrits là-dessus. Pharaonique. Donc, bon, on pourrait en raconter d'autres, hein, mais une que j'aime bien aussi à la suite, c'est Giordano Bruno. Alors lui, c'était un moine ou un abbé, un catholique, tout ça, bon. Puis il a écrit un livre en disant, ouais, il y a tellement d'étoiles, tout ça, dans le ciel, qu'il doit exister d'autres planètes, où il y a d'autres espèces. Hérésie catholique à l'époque, oh là là, attention, à l'époque, l'homme était au centre de l'univers, la Terre était plate ou je sais plus quelle connerie, et le soleil tournait autour de la Terre, et la Terre était la seule planète habitée ou je sais pas quelle connerie de l'univers. Alors attention, hérésie, et hop, Giordano Bruno, torture et brûlé sur la place publique. Allons-y gaiement. Super. Et puis des siècles après, l'Église a dit ouais, bon, peut-être on s'est trompé. Hein. Ils ont reconnu leur erreur là-dessus. Ils ont fait même une statue à l'effigie de Giordano Bruno en Italie. Ouais, bon, pardon, mais à culpa, l'Église catholique. Bon. Puis après, il y en a eu d'autres. Hein. Oh là là, la liste est longue. Alors, dans les plus célèbres des célèbres, il y a eu bien sûr le révolutionnaire Galilée. Ah là, ça, Galilée. Alors, il en a dit des vérités scientifiques, Galilée. C'est un des pères, si ce n'est le père de la science physique moderne. Il y a eu un avant et un après Galilée. Entre autres parce qu'il a sorti la célèbre maxime, l'univers est écrit en langage mathématique. Et une fois que tu as compris ça, tous les physiciens, bah, ils font quoi? Bah, ils apprennent des maths pour modéliser leur système. Hein. Mais en faisant des maths pour modéliser le système physique, bah ça fonctionne une fois qu'on a trouvé le bon modèle. On a les équations, et puis ceux qui ont découvert l'électricité, etc., ils l'ont bien compris, tout mis en équation. Donc Galilée,
très célèbre scientifique, qui a détruit la tradition d'Aristote, entre autres, hein, parce que Aristote, bon, c'était un très grand philosophe et un peu scientifique, et il a dit pas mal de bonnes choses, mais il a aussi dit pas mal de conneries, comme sa célèbre loi de la chute des corps d'Aristote, qui est une gigantesque connerie, mais qui a l'apparence d'être vraie. Voilà. En fait, la loi d'Aristote de la chute des corps, c'est plus un corps est massif, plus il tombe vite. Bon, alors, si vous faites l'expérience dans l'atmosphère, bon, ça marche, entre guillemets. Vous observez à peu près ça. Bah, si vous prenez une boule de bowling et une balle de ping-pong, bon, à la même hauteur, vous les lâchez en même temps. Oh, surprise, la boule de bowling trace plus vite que la boule de ping-pong, ou une plume, ou faites ce que vous voulez. Donc, effectivement, par l'observation, on se dit, tiens, ça a l'air d'être vrai, cette loi. Plus on prend un objet lourd, et plus il a l'air de tomber vite. Bon, ok. Donc, ça avait l'air de marcher. Tout le monde disait, ouais, ça correspond à l'observation. Bon, on n'a pas la formule, on ne sait pas pourquoi, ni comment, mais bon, ça a l'air de marcher. Donc, c'est resté la tradition. Attention, c'est Aristote, faut pas le contredire. C'est le gourou de la pensée à la con. Oh là là, attention, il a toujours raison. Aïe, aïe, aïe. Puis Galilée, il a réfléchi, il a fait des expériences de pensée à partir de cette loi. Puis il en a déduit une célèbre contradiction. En supposant que la loi d'Aristote était vraie, il est arrivé à une contradiction avec, au lieu de prendre un corps qui tombe, il en a pris deux, mais attachés. Une grosse pierre, par exemple, et une petite pierre. Et par exemple, si vous pouvez suivre un excellent vulgarisateur qui est Étienne Klein, où il explique tout ça dans ses vidéos, très bien. Il vous explique les expériences de pensée de Galilée pour la chute des corps. Bon. Puis c'est imparable, absurdité. Si la loi d'Aristote est vraie, si on prend deux solides reliés, bah absurdité. Ça marche pas. On arrive à un paradoxe. Donc il en a déduit que dès qu'on change la vitesse de deux objets massifs, ça marche pas. La vitesse de chute. Donc, conclusion inéluctable, bah, il faut qu'il y ait tout corps qui tombe dans le vide, et ben, quelle que soit sa masse, à la même vitesse. Sinon, on tombe sur le paradoxe d'Aristote découvert par Galilée. Donc, on n'a pas le choix. Deux objets, quelle que soit leur masse, tombent à la même vitesse dans le vide. Et c'est la formule de la chute des corps de Galilée, qui a remplacé celle d'Aristote. Mais maintenant, comment expliquer ce qu'on voit dans l'atmosphère? C'est-à-dire, si on jette une boule grosse, elle descend plus vite. Si on se met sur un tour de Pise, par exemple, comme dit la légende à la con. Si on se met sur un tour de Pise, enfin une tour, et qu'on jette deux objets de masse différente, pourquoi ils tombent pas à la même vitesse? Eh bien, tout simplement, c'est que les solides, la grosse boule et la petite boule, ne tombent pas dans le vide. Ils se baladent dans l'atmosphère. Et dans l'atmosphère, c'est un gaz. Et tout gaz, quand on plonge un objet dedans, il y a des forces de frottement, il y a des forces de réaction, tout ça, et plus particulièrement les forces de frottement. Et les forces de frottement, à partir d'équations de calcul, font que plus l'objet est massif, bah quelque part, entre guillemets, moins il y a de force de frottement proportionnellement à la masse de l'objet. Donc c'est pour ça qu'inéluctablement, plus l'objet est massif dans l'atmosphère en chute libre, et bah plus il tombe vite par rapport à un objet moins massif. Et après aussi, ça dépend de sa surface de contact avec l'atmosphère. Il y a des surfaces qui sont plus ou moins dynamiques. C'est-à-dire qu'on prend deux solides, par exemple, de 1 kg chacun. On en prend un, admettons, sphérique, et l'autre, une forme bizarroïde, assez spéciale. Eh ben, ils tomberont pas à la même vitesse. Ça dépend de l'aérodynamisme aussi de la forme. Pourquoi? Parce que les forces de frottement, en fonction de la surface de contact, ne sont pas les mêmes.
Les tourbillons ne sont pas les mêmes, parce qu'inévitablement, dès qu'on a un objet qui se déplace dans un fluide gazeux, l'atmosphère par exemple, on le voit bien dans les rivières, au pied des ponts, on voit au pied des ponts, des murs porteurs des ponts, on voit des tourbillons, c'est inéluctable, surtout si on se balade à Paris. Alors là, il y en a plein. Donc les tourbillons, c'est très compliqué. Donc ça dépend dans l'atmosphère, de la masse, bien sûr, de l'objet, mais aussi de sa surface, de son aérodynamisme, s'il est soumis à plus ou moins de frottement. Parce que suivant votre surface aérodynamique, les avions le savent bien, la théorie de l'avionique le sait bien, suivant ta surface de contact avec l'air, ça se passe pas pareil. Donc bon... Donc Galilée, révolution sur révolution, et puis bien sûr l'Église catholique, ça contredisait ces dogmes-là, con, et donc procès, inquisition pour Galilée, allons-y gaiement, et puis il a eu le choix entre soit se dire ouais j'ai dit une connerie, pardon, excusez-moi, mais à culpa, je renie mes livres, hein, bon. Soit il se faisait décapiter ou brûler sur la place publique, ou je sais pas quelle connerie. Et alors bah dis donc, super le choix. Donc Galilée, bon, il a dit, bon ok, je me renie. Bon. Donc il a dû passer en procès, se dédire devant tout le monde, enfin tous les couillons de l'époque, autour. Alors les curés catholiques, ouais, l'Église catholique a encore gagné, ouais, bravo. Quelle bande de cons. Donc Galilée s'est dédié à la place publique, puis bien sûr, dès qu'il n'était pas devant les catholiques à la con, il continuait à écrire livre sur livre, enseigner la bonne physique, tout ça. Mais pas vu, pas pris. Oh, il y en a eu plein des révolutionnaires qui ont eu des vies diverses et variées. Un autre, malheureux, c'est Boltzmann, la célèbre formule de l'entropie. Le premier qui a compris la formule de l'entropie d'un gaz. Bon, c'est pas simple à comprendre sa formule de l'entropie. Il y a un logarithme. Oh là là. Déjà, faut comprendre ce que c'est que le logarithme. Bon, pas donné à tout le monde de comprendre la formule de l'entropie de Boltzmann. Mais bon, on n'est pas là pour expliquer la formule. Donc en fait, Boltzmann, bon, il cherchait à comprendre la thermodynamique des gaz, et donc finalement l'entropie. Et c'est le premier dans l'histoire qui a compris la formule de l'entropie. Bon, il est parti de postulats, puis à coup de maths, il en a déduit la formule de l'entropie. Parfait, nickel, bravo, champion. D'ailleurs, elle est toujours d'actualité, sa formule de l'entropie, elle est magnifique. Mais donc, il publie, je sais plus en quelle année, 1800, je sais pas combien. Donc, il publie sa révolution scientifique majeure, la formule de l'entropie, qui explique plein de choses sur la thermodynamique des gaz. Oh là là. Et après, on est arrivé au second principe de la thermodynamique, qui est que l'entropie d'un système fermé augmente toujours son delta E ou S, ça dépend comment on le note. Bon, son delta E, la variation de l'entropie, est toujours supérieure ou égale à 0 dans un système fermé. Hein. Parce que si tu mets de l'énergie, c'est pas pareil. Mais si tu mets pas d'énergie dans ton système fermé, l'entropie augmente toujours ou est constante. Soit elle est constante, soit elle augmente. Elle n'a pas le choix. Formule magnifique, révolution scientifique, saut conceptuel, génial. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dès qu'il a publié son article, ça a été lu par la communauté, et haro sur le baudet, il s'est fait critiquer. Mais à un point, dans l'histoire de la science physique, Boltzmann, c'est peut-être celui qui s'est fait le plus critiquer, et en même temps, ça l'a le plus affecté. Et il en est même arrivé, alors ça c'est un malheur, à se suicider à cause de ça.
tellement son honneur a été sali. Ouais, Boltzmann, il a fumé la moquette, ou je sais pas quelle connerie. C'est un bouffon, il dit qu'il n'importe quoi. Tout ça parce qu'il avait postulé à l'époque que l'atome existait. Il en avait besoin pour démontrer sa formule de partir de l'hypothèse, qui est un postulat en fait, de l'hypothèse que l'atome existe. Bon, parce que à l'époque, il y avait deux philosophies principales sur ça. Il y avait les atomistes, bon, depuis les Grecs, Démocrite, bon, il y a les gens qui pensent que la matière est constituée d'atomes et de vide. Bon, ok. Et puis il y a les continuistes, ceux qui pensaient que la matière était continue. Il y en avait partout. Par exemple, dans une sphère de métal, bah, il n'y a que du métal où que tu regardes. À n'importe quel point de la sphère, il y a du métal. C'est des continuistes. C'est-à-dire, il y en a partout. Bon, bah, c'est pas du tout pareil, hein. C'est pas la même philosophie. Et à cette époque, l'atome n'avait pas été encore découvert scientifiquement avec observation. Je crois que c'est Louis Perrin qui l'a démontré dans les années 1900, machin. Bon. Donc, Boltzmann, comme il disait, l'atome existe et que la majorité des couillons de l'époque pensaient que c'était continu. Oh là là, toutes les critiques qu'il s'est pris. Et donc, il s'en est suicidé. Gros dommage. Un autre révolutionnaire qui a été, entre guillemets, lapidé par ses concitoyens, par exemple, un des plus célèbres, c'est Albert Einstein. Bon, Albert Einstein, 1905, il publie un petit paquet d'articles révolutionnaires, bon. Les gens mettent du temps un peu à comprendre, tout ça, bon. Puis, patatras, en 1915, théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. Oh, révolution scientifique. Pas Newton a tort, Einstein a raison, coucou, l'espace-temps n'est pas euclidien, alors qu'on croyait ça depuis des millénaires. Non, non, l'espace-temps est non euclidien, d'après Albert Einstein, et à coup de formules, à coup d'espace-temps, de courbure, oh là là. Donc il a piqué les idées à Poincaré, Minkowski, Lorentz, des très grands mathématiciens qui tournaient autour de la solution, mais ils n'avaient pas l'interprétation physique. Ils avaient en gros les équations, l'espace-temps de Minkowski, groupe de Poincaré. Donc ils avaient tout en maths, les bons matheux comme Poincaré, Lorentz, Minkowski. Et à eux trois, si tu fais la synthèse, tu as toutes les maths d'Einstein. Mais il faut avoir le déclic intuitionniste physique. Et ça, Poincaré l'avait pas. Il comprenait très bien les maths, mais il n'avait pas capté le principe de relativité, masse-énergie, tout ça, et la courbure de l'espace-temps. Pas simple. Donc Einstein est arrivé, 1915, nouvel article, révolution scientifique. 1915. Mais malheureusement, c'est tombé pendant la Première Guerre mondiale. Et comme c'était un Allemand autrichien, Einstein, donc il était, entre guillemets, pas du bon côté pour les Français, les Anglais, tout ça. Donc il y avait des conflits de nationalité. Donc les Anglais, comme ils les appelaient les roast beef, les Anglais, ils disaient qui c'est ce con d'Allemand qui dit que le grand sage Newton, le génie absolu, Newton, l'idole absolue des Anglais, Newton, a tort, mais qu'est-ce qu'il raconte ce con d'Allemand? Puis en plus, ouais, l'espace-temps non euclidien, non mais d'où il sort lui? On sait toujours qu'il n'y a qu'une géométrie euclidienne en physique, allons-y gaiement. Et je t'en passe, et des meilleurs, des conneries sur conneries. Et donc, il voulait prouver à Einstein que c'était un petit branleur et qu'il avait tort, et que bien sûr Newton avait raison. Et heureusement, Einstein avait prévu une expérience pour valider sa théorie. Il suffit de prendre une photo d'une éclipse solaire.
Et puis après, on calcule où sont les étoiles et on regarde qui c'est qui a raison, Newton ou Einstein, parce que c'est pas pareil. Hein. C'est-à-dire que si vous regardez le soleil pendant une éclicse solaire, donc il fait nuit entre guillemets, c'est assez remarquable, en plein jour, il fait nuit, bon. Et on voit les étoiles, bon, on en voit de partout, mais plus particulièrement autour du disque solaire. Parce que forcément, il est occulté par la Lune, donc on voit les étoiles qui sont proches du disque solaire. Donc, photo, clac. Heureusement, on connaissait par observation depuis des millénaires la position qu'aurait dû avoir chaque étoile. Et Newton disait qu'elle devait se trouver là, et Einstein disait « Ah non, il y a un petit écart de, par exemple, 16 secondes d'arc à l'est pour telle étoile. » Il disait « Ah non, comme le rayon de lumière passe à côté du Soleil, il va être courbé. » La masse influe sur la courbure de l'espace-temps. Les photons, avec Einstein, ne se déplacent plus en ligne droite dans un espace euclidien, mais se déplacent entre guillemets en ligne droite, mais on appelle ça des géodésiques, se déplacent sur des géodésiques dans un espace courbé non euclidien. S'il n'y a pas de masse, si c'est le vide, bon, bah, en gros, il se déplace en ligne droite. Mais si on met un soleil, une énorme masse, et ben d'un coup, le photon, au lieu d'aller dardard tranquille en ligne droite, dès qu'il va passer dans le champ gravitationnel, hop, il va courber. Avec les courbures de l'espace-temps, tout ça, ça se calcule très bien. Donc Einstein avait dit, Newton dit que les étoiles, on les verra là, mais moi je dis qu'on les verra un peu décalées de quelques secondes d'arc en fonction de où est l'étoile par rapport au Soleil. Il fait ses petits calculs, tac tac, et il dit, telle étoile sera décalée de temps. Donc les astrophysiciens anglais qui ont voulu démontrer par l'expérience qu'Einstein avait tort et que bien sûr leur grand saint patron Newton avait raison, après leur expérience, ils ont fait les calculs, Newton a tort, Einstein a raison, preuve scientifique à l'appui, Donc heureusement les scientifiques anglais ont la notion de fair play. Donc ils ont reconnu leur erreur officiellement, ils ont fait leur pardon à Einstein, et boum, Einstein, star mondiale. Newton a tort, Einstein a raison, révolution. Donc il a dû, lui, attendre 4 ans, de 1915 à 1919, pour être enfin reconnu. Et en ayant passé 4 ans à se prendre remontrance sur remontrance, puis c'était pas sympa. Il le raconte dans ses mémoires, dans ses biographies. Il s'est ramassé quelques tartes dans la gueule. Et puis, pas à un contre un, à toute la communauté contre lui tout seul. Dis donc. Puis après, il y a eu l'histoire célèbre de Paul Dirac. Ah, magnifique. Alors, Paul Dirac, c'était dans les années 1920-1930. Puis lui, il y avait la théorie d'Einstein, la relativité générale, mais aussi la relativité restreinte. Bon, il y a des nuances entre les deux, c'est pas exactement pareil. Donc, il y avait la théorie de la relativité restreinte. En gros, c'est pour calculer les objets qui se déplacent très vite. Parce que quand un objet se déplace en tortue, c'est pas très dur de trouver ses équations. Mais quand un objet se déplace à une vitesse très proche de la lumière, ou alors à la vitesse de la lumière, c'est pas du tout pareil ce qui se passe. Donc c'est la théorie de la relativité restreinte qui s'occupe des grandes vitesses, dit simplement. Et puis, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si un électron va à la vitesse de la lumière? Donc, une particule infiniment petite qui va à la vitesse de la lumière. Admettons, mais qu'est-ce qui se passe si on arrive dans ces cas-là? Donc, Paul Dirac, à l'époque, voulait marier la relativité restreinte d'Einstein, donc les grandes vitesses, avec la mécanique quantique, donc les objets infiniment petits, entre guillemets. Où il se disait, tiens, qu'est-ce qui se passe si on prend un proton et on le balance à la vitesse de la lumière? Donc il essayait de marier la première fois, vers les années 1920-30, ces deux théories. Dis donc, pas facile.
Alors, je vous explique pas la belle histoire. Vous pouvez voir les références dans certaines conférences d'Edith Klein ou ses livres. Bon, très bien. C'est magnifique, cette histoire. Bon. Il a marié science et art d'une façon magistrale pour trouver sa formule. Bon. Donc, à un moment, paf, il trouve sa nouvelle formule, qu'on appelle en son honneur depuis l'équation de Paul Dirac. Et donc, il calcule avec sa formule, puis il l'interprète. Mais à un moment, il tombe sur une genre d'équation où il y a deux solutions. En gros, hein, pour faire simple. Il y a deux solutions à son équation. Bon, il y a bien sûr la solution positive. Bon, bah, la matière, tout va bien. La matière a une masse positive. Bon, bah, tout va bien. Bon, pas de problème. Mais aussi une solution, entre guillemets, négative. Alors ça, des solutions négatives en sciences physiques, pour la masse ou l'énergie, ou des choses comme ça, les physiciens à l'époque, c'était totalement rédhibitoire. Ils avaient jamais vu ça. Quelque chose d'énergie négative ou de masse négative, mais oh là 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 là, c'était du n'importe quoi pour les physiciens de l'époque. Donc, quand Paul Dirac a dit coucou, il y a des choses d'énergie négative, et bon, on va appeler ça l'antimatière. Bon, allons-y gaiement. Donc, il disait ouais, il n'y a pas que la matière dans la vie, il y a aussi l'antimatière. Et en plus, à chaque particule de matière correspond sa particule d'antimatière. Oh bah dis donc. Donc, etc., équation, tout ça. Donc, par exemple, il a dit, bon bah l'électron existe, cool, la matière et l'électron. Et donc forcément, il y a son antimatière, l'anti-électron. Et puis, bon, on a appelé ça le positron. Bon, comme ça. Parce qu'en fait, l'électron, en gros, par référence, on dit qu'il a... comment dire, qu'il est négatif d'un certain point de vue. Donc forcément, charge électrique négative. Donc forcément, son antimatière a une charge électrique positive. Donc bon, on l'a appelé le positron. Puis c'est très rigolo ce qui se passe quand un électron rencontre un positron. Bah, au lieu de je sais pas quoi, eh ben, il se désintègre en produisant un paquet d'énergie particulière. Oh bah c'est pas désintégration des deux. Oh bah c'est pas courant, hein, là que la matière se désintègre. Bon. Et donc Paul Dirac, coucou l'antimatière, tatati, et tous les enfin la très grande majorité des scientifiques, quand ils ont vu ça, presque ils jetaient des tomates sur Paul Dirac pendant ses conférences. Oh bah dis donc, il s'en prenait plein son grade. Ouais, Paul Dirac, il dit n'importe quoi, on n'a jamais vu ça. De l'antimatière, mais d'où il sort? Des trucs d'énergie négative, mais oui, c'est ça, la Terre est plate ou je sais pas quelle connerie. Donc il s'est pris remontrance sur remontrance et allons-y gaiement. Puis, coup de cul, il y avait un petit expérimentateur américain au pied d'une montagne. Il s'amusait avec ses expériences physiques. Puis, il était aussi alpiniste. Puis, coup de cul, un jour, il s'est dit, tiens, on n'a jamais amené ma petite boîte expérimentale faire son expérience au sommet de la montagne, à genre 3000 mètres. Puis bon, comme c'était un bon alpiniste, costaud, tout ça, il a pris son matos, il est allé au sommet de la montagne. Il n'avait jamais entendu parler de Paul Dirac, il le raconte dans ses mémoires. Jamais, à aucun moment de sa vie, avant son expérience. Donc il monte au sommet de la montagne, bon, il fait son expérience de physique, puis pof, direct, positron, détecté. Oh bah alors ça, direct, hein. Un positron. Alors lui, quand il a vu ça, il a dit « Oh, c'est quoi ça ?» Donc il a fait l'expérience un paquet de fois. Il est retourné à son labo. Il a communiqué un peu à tous ses collègues. Oh, il y a des trucs bizarres. Puis il y a d'autres physiciens qui se sont dit « Ah bon bon, ouais, je vais aller voir s'il dit des conneries ou pas. » Alors il y en a plein de physiciens qui sont allés au sommet des montagnes, faire plein d'expériences.
Et puis d'un coup, positron, 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 puis d'autres particules aussi. Oh là là! D'un coup, on a découvert plein de particules au sommet des montagnes, parce qu'on n'avait jamais fait les expériences avant au sommet des montagnes. Et donc, découverte sur découverte, tous les scientifiques au sommet des montagnes, oh, il y a des positrons, on le détecte dans nos appareils. Donc d'un coup, Paul Dirac, expérience de sciences physiques observationnelles à l'appui, découverte du positron, donc antimatière, équation de Paul Dirac, prix Nobel pour les deux, pour Paul Dirac bien sûr, et puis pour le petit expérimentateur. Prix Nobel, allons-y gaiement. Et donc depuis, l'antimatière est enseignée à l'université, cours classique, Paul Dirac, antimatière, allons-y gaiement. Puis il y a plein de technologies modernes utilisant l'antimatière. Bon, pas beaucoup, hein, parce que c'est pas très bien connu encore, mais... Et puis pour en fabriquer l'antimatière, c'est pas facile. Et d'autant plus difficile de la stocker, parce qu'une fois que tu l'as créée, c'est sympa, mais après, il faut la stocker. Alors, va stocker de l'antimatière. Oh bah, dis donc, pas simple. Et puis, il y en a eu plein d'autres, des révolutionnaires malheureux, qui se sont fait attaquer à cause de leurs découvertes scientifiques. Le nombre de livres d'histoire sur les révolutionnaires qui sont fait critiquer, attaquer de tous côtés. On les a traités de tous les noms, et je sais pas quoi encore. Bon, on pourrait raconter l'histoire d'Alan Turing, bon, le méga révolutionnaire de l'informatique mathématique, un des plus grands génies du XXe siècle, qui malheureusement, lui, bon, il était homosexuel. Mais à cette époque-là, ça rigolait pas. Hein. Tu pouvais aller en prison pour homosexualité. Oh bah, dis donc. Alors lui, bon, à force de se faire maltraiter, tout ça, il s'est suicidé à coups de pommes, avec je sais plus quel poison, de l'arsenic, de la ciguë, ou je sais plus lequel, mais enfin, il s'est suicidé à coups de pommes empoisonnées. Bon. Par lui-même, en plus. Bon, il s'est suicidé, quoi. Mais quel malheur. À cause de tout ça, parce que il y avait de l'homophobie généralisée en Angleterre. Donc des révolutionnaires qui ont eu la vie dure et tout ça, l'histoire de l'humanité en est remplie. Et bien sûr, moi je fais pas exception à la règle. Chaque fois que je suis arrivé face à des gens, coucou, révolution mathématique, la Terre est pas plate, elle est ronde. Oh là 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 là, les gens, ouais c'est ça, retourne chez ta mère, va chez l'hôpital psy, on sait très bien que la Terre est plate, et puis papoti papota, oh là 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 là. Et alors moi en plus j'apporte pas qu'une révolution, j'en apporte un petit paquet, alors pouh. Ah, moi, le nombre de remarques désobligeantes, le nombre de fois on m'a traité de fou, je sais pas quoi. Puis à chaque fois, c'est pareil. Je contredis l'autre, puis s'il a le temps, et puis s'il est pas trop con, je lui démontre par A plus B, et puis comme d'habitude, oh, on m'avait menti, je croyais que la Terre était plate, mais en fait, tu me démontres qu'elle est ronde. Ah bah dis donc, on m'avait menti depuis tout ce temps. Ah, la vie des révolutionnaires. Pas simple tous les jours. Mais ça en vaut le coup.